Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat organisé par France Fraternité et Ouzbek et Erika. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Razika Nani et Didier Lesky pour ce débat intitulé «La laïcité a-t-elle un avenir au-delà de nos frontières?» Alors, nous sommes dans ce merveilleux lieu situé dans le 18e, les libraires associés. Merci à son patron, Jacques Dess, de nous accueillir. Et puis, au passage, je précise que la librairie a une exposition Retour en enfance avec des albums anciens et vintage. C'est ouvert jusqu'au 31 décembre et même les dimanches. Et donc, il suffit de sonner, de pousser la porte du 3 rue Pierre l'Hermite, à 2 pas de l'église Saint-Bernard. Je crois que c'est l'occasion de rendre visite notre libraire préféré. Donc, voilà, nous allons débattre pour 1 heure environ, parce que, évidemment, confinement, ou plus exactement, couvre-feu oblige. Il faut que nous soyons rentrés chez nous avant l'heure de ce couvre-feu. Et je voudrais passer la parole tout de suite à Thierry Keller, directeur des rédactions d'Ouzbek Erika. Merci Pierre, et bonjour à tous. Bonjour à tous les deux, bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Je voudrais peut-être préciser une première chose, c'est que on a des débats en France qui sont extrêmement vifs autour de la laïcité. Et quand Pierre m'a proposé d'organiser ce débat, ce qui va intéresser au nom d'Ouzbek Erika, c'était les deux parties de la question au-delà de la laïcité. C'était d'abord le terme de hors de nos frontières. Je trouve que c'est un débat qu'on a assez rarement dans notre pays, où on est quand même très franco-centré sur nos propres turpitudes hexagonales. Et puis évidemment la question de l'avenir, la question de la possibilité d'un avenir pour la laïcité. Donc encore merci. Merci à vous Razika d'être là. Je vous présente rapidement. Vous êtes donc, on l'a vu dans le générique, vous êtes philosophe et islamologue. Vous avez écrit plusieurs ouvrages qui intéressent directement notre débat de ce soir. En langue arabe, en 2011, le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique pour l'islam? Connaissant un peu votre pensée, j'imagine la réponse, on y reviendra tout à l'heure. En 2017, aux éditions Publisher, vous avez écrit Islam, quel problème, les défis de la réforme. Et puis plus récemment, dans un livre d'entretien croisé avec Jean-Louis Bianco, ex-directeur de l'Observatoire de la laïcité, et Latifa Ibn Ziaten, vous avez répondu à des entretiens avec José Landini. Laïcité, aux éditions de l'Aube, laïcité et islam, mission possible, point d'interrogation. Là encore, on y reviendra. En tout cas, merci d'être avec nous et avec vous, à la fois en tant qu'islamologue et à la fois en tant que philosophe. Nous reviendrons sur toutes ces notions. Merci Thierry. Didier Lesky, vous êtes préfet de la République, haut fonctionnaire, patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes également président de l'Institut européen en sciences des religions. En réalité, vous êtes sur tous les fronts où on débat, et souvent durement. Qu'il s'agisse de la question de l'immigration, qu'il s'agisse de la question de la laïcité. D'ailleurs, sans qu'il y ait forcément un lien entre les deux. On en discutera tout à l'heure. Peut-être, c'est peu dire que vous aimez le débat et que vous l'alimentez. Je recommande plusieurs livres. Et d'abord, Rien que notre défaite, qui est un retour littéraire sur le parcours d'une génération, celle qui s'est engagée en politique à la fin des années 70, 80, la vôtre, celle d'une jeunesse engagée,
Mais vous avez aussi écrit Misère de l'islam en 2017 ou très récemment dans un format court aux éditions Gallimard, ce grand dérangement, l'immigration en face. Et puis je vois qu'apparaît également un guide de la laïcité que vous avez écrit à quatre mains avec Régis Debray. Je précise également pour nos téléspectateurs que vous avez occupé les fonctions de chef du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Vous avez été également préfet de l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, deux intervenants pour débattre d'un sujet sérieux qui normalement, autour du thème de la laïcité qui doit rassembler les Français, d'ailleurs, quand on les interroge sur cette notion, 78% d'entre eux disent que c'est un des principes fondateurs de la République, même si dans le même temps, ils disent que ce concept ne rassemble pas parce qu'il est souvent extrêmement instrumentalisé. Je rappelle que nous sommes dans un pays où 57% de la population se déclare athée, agnostique ou indifférent et que seuls 37% déclarent se rattacher, être croyants. Et en plus, avec un certain nombre de différences entre le fait d'être croyant et le fait d'être pratiquant. Alors, la première question que on souhaite vous poser, c'est tout simplement que la laïcité éprouve quelques difficultés à être comprise à l'intérieur de notre pays, même si, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, c'est synonyme de liberté, de neutralité et d'égalité devant la loi. Le mot est assez intraduisible en réalité pour beaucoup à l'étranger. Et nous aimons nous répéter que la laïcité n'est pas un outil contre les religions, mais enfin depuis notamment Hugo, c'est quand même l'Église chez elle et l'État chez lui. Alors la question que nous avons envie de vous poser à tous les deux, c'est la suivante. Si vous êtes devant un parterre d'étrangers, comment vous allez expliquer cette notion, ce concept de laïcité auquel nous tenons beaucoup les uns et les autres? Qui commence? Merci, d'abord merci pour cette invitation. Oui, effectivement, c'est un sujet, c'est un mot intraduisible, si j'ose dire, encore qu'il y a des pays qui l'ont traduit, où il y a des endroits où le mot a cours. On peut penser en Amérique latine, au Mexique, par exemple, la Turquie, qui souvent parle d'elle, qui a une conception de la laïcité qui est en réalité l'inverse de la nôtre. Le sujet est rendu d'autant plus difficile que le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, qui est souvent présenté comme le texte fondateur de la laïcité. C'est un mot qui est arrivé très, très tardivement dans le débat public. Pendant très longtemps, du reste, ceux qu'on va appeler les laïcs, autour de la Ligue de l'enseignement, par exemple, ont préféré le mot neutralité. Hein, et c'est dans le combat politique qu'on a estimé que la laïcité finissait par dire un peu plus ce qu'on voulait défendre. Je dirais que c'est comme ça que je commence souvent mon exposition, mon exposé sur ce qu'est la laïcité. Je dirais que la laïcité, c'est l'inverse de la catholicité. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qui existait avant la Révolution française, où une religion, en l'occurrence la religion catholique, avait la prétention d'avoir un poids sur le droit civil, et sur la vie quotidienne des gens. On a oublié le poids que cela pouvait avoir, par exemple, dans la vie quotidienne, et ça a des résonances comme aujourd'hui. Je rappelle que on ne pouvait pas, pendant les périodes de carême, exposer de la viande à la vente, et surtout, il n'y avait pas
ce qu'on connaît aujourd'hui, la laïcisation de l'état civil, c'est-à-dire le fait que les églises, en l'occurrence l'Église catholique, ne soient pas dépositaires de la mémoire des familles à travers des registres où on enregistrait non pas une volonté explicite des familles, mais un sacrement. Hein, et le premier acte fondateur sur le plan juridique de la laïcité, c'est justement cette inversion, c'est-à-dire la translation des registres d'état civil des églises vers les municipalités, où on va déclarer un lien de droit, ce qu'est un mariage, on va déclarer le fait qu'on reconnaît un enfant comme le sien, et puis dans le fil du temps, on va aussi considérer que le divorce est possible, c'est-à-dire n'est pas un sacrement, hein, et que les choses donc, sont de l'ordre du droit. Bien évidemment, une fois dit cela, il y a d'autres pays où les choses peuvent s'organiser de manière à peu près comparable, à ceci près que la spécificité de la France, c'est que aucun acte religieux en France n'a des effets de droit civil. Vous avez des pays autour de nous où un mariage religieux a des effets civils. En France, nous n'avons pas cela. Et puis, il y a au-delà du droit, cette longue construction juridique qui part donc de la Révolution française et qui va aboutir à la loi de 1905, puisque la loi de 1905 est en réalité un aboutissement plus qu'un point de départ en matière de cadre juridique de la laïcité. Il y a ce combat mené par les républicains qui est de dire que la raison doit guider les femmes et les hommes dans leur action quotidienne, et que à partir de cette raison, eh bien, on doit mettre à distance ce qui est de l'ordre de la prescription religieuse, en tout cas, ne pas avoir le sentiment que la prescription religieuse est supérieure à ce qui va être élaboré dans des instances comme le Parlement ou des assemblées diverses, hein, qui sont animées par cette idée de la raison et pas d'autre chose. Du reste, les Lumières disaient que leur volonté, ils n'appelaient pas encore laïque, mais leur volonté, c'était de mettre à distance, hein, le mystère pour valoriser ce qui est de l'ordre de la raison. Voilà un peu ma définition de la laïcité. Alors, la difficulté, bien sûr, c'est que on a tendance à la limiter à la liberté de conscience. Il y a des tas de pays qui ne sont pas laïques au sens où on l'entend, mais où il existe pour autant une liberté de conscience. Hein, nous, il y a quelque chose de plus. Il y a vraiment cette idée de la place singulière de la raison comme étant le moyen de former des citoyens, puisque, pour en terminer avec la Ligue de l'enseignement avec laquelle j'ai commencé, la Ligue de l'enseignement avait comme vocation de former des citoyens, hein, contre la prétention de l'Église à former des personnes qui se considéreraient comme soumises à la norme de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec si je résume, hein, la mise à distance dont la mise à distance du Dieu par le politique? On a beaucoup parlé en France de laïcité ouverte ou bien de laïcité offensive. On a même une ministre qui a écrit un livre qui s'appelle Laïcité, point. Marlène Schiappa, pour ne pas la citer. C'est quoi pour vous la laïcité, vous qui avez enseigné la philosophie en Algérie et qui peut-être avez une lecture à la fois extérieure et intérieure de ce concept? Tout d'abord, j'aimerais revenir très rapidement sur les difficultés que aujourd'hui la laïcité en France. Je citerai deux éléments. Le premier, c'est la religion. Les religions, ils sont toujours, comment dirais-je, en confrontation, si je peux dire, avec la laïcité. Et la deuxième, c'est la conception de la laïcité elle-même. Donc aujourd'hui en France, il y a une partie de la population française qui réclame une autre conception de la laïcité qui est peut-être pas celle que les philosophes français ont conçue et qui est inscrite peut-être dans la loi française.
Donc, c'est une laïcité, au fait, qui réclame le droit d'exercer le culte, mais je pense elle oublie aussi que la laïcité, si elle garantit cette liberté de l'exercice du culte, mais elle garantit aussi d'autres libertés, elle garantit aussi l'égalité, elle garantit aussi un modèle de vie ou de société qui est le modèle français, qui a comme objectif de vivre tous ensemble et non pas de vivre en communauté juxtaposée. D'ailleurs, pardon, vous utilisez beaucoup dans vos écrits, dans vos interviews, le terme en contact. On est en contact les uns avec les autres. On est en contact de plus en plus avec l'autre, je dirais, étant donné que nous vivons une époque où il y a beaucoup de déplacements de population et nous allons vivre encore dans le futur avec les autres de plus en plus. Maintenant, s'il faut que je définisse ou je dise, je présente la laïcité, je dirais pour moi la laïcité, ce n'est pas le refus de la religion évidemment, mais ce n'est pas le rejet de la religion, mais le refus que la religion administre la société. Étant donné que dans toutes les sociétés, il n'y a pas une religion, il y a plusieurs religions, et même quand il y a une religion, il y a plusieurs façons de comprendre et de pratiquer la même religion. Donc, si la religion administre la société, cela revient à dire qu'il y a une religion qui va dominer les autres, ou que la société va se former sous forme de communautés qui vont vivre les unes à côté des autres, mais pas ensemble. Or, ce modèle de société, je pense qu'il n'est pas à l'abri de guerre, de religion, si, évidemment, il y a parmi ces religions une qui a des tendances dominatrices. Donc, il suffit qu'il y ait une religion parmi celles-ci qui veut dominer, on peut aller vers des guerres de religion. Le deuxième élément que j'aimerais dire, c'est que la laïcité n'est pas, elle ne s'oppose pas à la religion. Je dirais, moi, au contraire, la laïcité permettra à la religion de retrouver sa vraie nature. Car je pense que l'être humain, quand il a pensé à créer la religion, c'était pour répondre à ses besoins existants. C'est déjà, ça prête à caution ce que vous dites. L'être humain a créé la religion. Non, attention, oulala. Je dis l'être humain lorsqu'il a pensé, parce que la religion existait avant les monothéistes, hein, avant les trois livres. Donc, lorsque l'être humain a pensé à la religion, c'était pour qu'elle réponde à ses besoins spirituels et qu'elle réponde et qu'elle, je dirais, le réconforte dans ses angoisses existentielles. Ensuite, la religion a été utilisée pour des fins politiques. La laïcité, qui va l'obliger à ne plus se mêler, je dirais, de la politique, l'obligera en quelque sorte à retrouver sa nature première. Maintenant, un État qui se réclame et qui se dit avoir une religion officielle. Pour moi, cet État se déclare appartenir à une religion. Dans ce cas, il se déclare, je dirais, être l'État de la partie de la population qui croit à cette religion. Donc, je dirais qu'il ne peut pas être l'État de toute la population si il se dit appartenir à telle ou telle religion. Donc, pour que l'État soit l'État de tous, il est important qu'il soit un État qui est neutre vis-à-vis des religions. Vous avez aussi une façon de poser le débat qui semble mettre hors jeu l'islam. Il n'y a pas d'incompatibilité, a priori, entre l'islam et la laïcité, dès lors que on respecte les préceptes même de la laïcité. Donc, et 95% des personnes de culture musulmane aujourd'hui vivent très bien avec la laïcité dans notre pays. C'est pas ce que disent tous les sondages, hein, Pierre. Je me permets. Mais on pourra avoir le débat avec nos invités. Oui, on va avoir le débat avec nos invités et ce sera intéressant d'ailleurs, Thierry, tu précises les éléments qui font dire autre chose. Mais moi,
ce qui me paraît important maintenant de débattre, c'est sur la question de l'exportabilité du concept de laïcité. Alors, avec Thierry, on s'est livré à une comparaison pour différents pays. Alors, je vous rappelle que, par exemple, en Allemagne, chez nos voisins, l'État est obligé d'avoir des rapports neutres avec les religions, mais cette notion de neutralité est très différente de la nôtre. Ici, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas de distance. Les religions, et c'est la Constitution qui le dit, contribuent à la cohésion de la société. Les services, et attention, les services des impôts prélèvent un pourcentage de l'impôt sur le revenu sur les citoyens de l'ordre de 8 à 9 du revenu. Et si on veut sortir de ce système, il faut aller devant un tribunal aujourd'hui. Alors, il y a un mouvement qui se dessine dans la société allemande, petit à petit, ou qui prend de l'ampleur, mais aujourd'hui, le système, c'est ça. Je rappelle qu'en Norvège, au Danemark, l'église luthérienne est église d'État. En Belgique, les prêtres sont payés par l'État. En Espagne, je veux juste vous lire la rédaction de l'article 16.3 de la Constitution qui définit la place de la religion dans l'État. Aucune confession n'aura de caractère étatique. Mais en même temps, on dit les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront en conséquence des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions. Bien, je pourrais continuer sur la Turquie, dans la Turquie kémaliste, le seul pays avec le nôtre à avoir inscrit laïcité dans sa constitution. La laïcité, ça signifie l'annexion de la religion par l'État, à travers un ministère des cultes qui rédige les prêches du vendredi. Et aux États-Unis d'Amérique, il y a qui ignore le mot, mais dans la Constitution dès son origine, dresse, comme chez nous après 1905, un mur de séparation entre les églises et l'État. Mais la séparation signifie ici qu'en réalité, c'est des églises libres de toute emprise étatique et non un État libre de toute emprise religieuse. Voilà, et tu as regardé. On peut se prêter à ce petit jeu de constitutionnaliste à peu près dans le monde entier. Moi, j'ai effectivement choisi 2 États. J'ai radicalisé la recherche avec l'Indonésie, dont on dit qui est objectivement le principal pays démographiquement musulman du monde, et puis évidemment l'État d'Israël, qui est un État à caractère religieux, en tout cas qui n'a à sa constitution en 48 pas séparé les églises et l'État comme nous en 1905. Rapidement, sur la constitution indonésienne, alors je ne connaissais pas la constitution indonésienne, je n'avais pas fait d'études sur les Indonésiens, c'est un grand tort. Son article 28 nous dit que chacun a le droit de choisir sa religion et de pratiquer la religion de son choix. L'article 29 dispose également que l'État garantit à chacun la liberté de choisir sa propre religion et d'en exercer les devoirs selon ses dogmes et ses croyances. Mais alors, ce qui est plus radical, disons, c'est que le blasphème, voilà, l'hérésie et la diffamation religieuse sont interdits en vertu des articles 156 et 156A du Code pénal indonésien. Et puis, c'était intéressant de vous écouter, Didier, sur la question de la contractualisation des rapports privés. Pour ne citer que cet exemple-là, évidemment, en Israël, ne sont reconnus que les mariages religieux. Donc, on ne peut pas se marier d'un point de vue purement laïque. Je vous vois désopiné du chef. Non, c'est-à-dire que apporter une précision peut-être. C'est un peu plus complexe que ça. De la France au sens de il y a une liberté de croyance, elle est partagée même dans des pays où il peut y avoir des religions d'État ou de l'État. C'est vrai que les débats autour de la laïcité ont rejailli à propos de la pratique, de certaines pratiques à partir de l'islam, pour 2 raisons. On pourrait dire que la première serait d'ordre philosophique, mais les religions chrétiennes ont pendant très longtemps pesé sur l'organisation du droit civil. Je disais, avant la Révolution française, c'était l'État
en France. Mais pour des raisons, je dirais, conjoncturelles pratiques, c'est que il n'y a jamais eu, en tout cas pas dans la période, je dirais, contemporaine, quand même sur longue durée, une indépendance de l'organisation du culte musulman par rapport aux États. Voilà. Et que la différence entre nos sociétés, la société française, mais d'autres sociétés, mais particulièrement la société française, c'est l'idée qu'en 1905, on a donné au culte la pleine indépendance de leur organisation. C'est ça la véritable césure. Et du reste, nous avons une responsabilité sur le développement de l'islam, le non-développement de l'islam, puisque en 1905, la loi aurait dû s'appliquer dans les départements français d'Algérie, et que nous ne l'avons pas fait, et qu'en plus, non seulement nous ne l'avons pas fait, mais nous n'avons pas entendu ceux des nationalistes algériens ou des oulémas qui souhaitaient l'indépendance de l'organisation du culte par rapport à l'État et à l'État colonial. Et enfin, nous avons légué un mauvais héritage. Et pour nous, la question, le sujet central, c'est l'Algérie, puisque nous avons un rapport historique particulier avec l'Algérie. Nous avons légué au FLN cette tradition de contrôle de la religion à travers l'État. Et c'est ça qui pèse, et il pèse d'autant plus qu'au fil des ans, à partir de 1962, à partir de l'indépendance algérienne, eh bien, on a eu un mouvement de renforcement dans le droit algérien du droit religieux, qui s'est installé de plus en plus, avec même des réactions sociétales extrêmement fortes, parce que je rappelle qu'au début des années 80, tant en Algérie qu'au Maroc, on essaie de revenir sur l'enseignement du français, parce qu'on considère qu'à travers l'enseignement du français, on peut enseigner aussi de la philosophie, une autre conception de la société. Et j'en terminerai par là. Je pense que, indépendamment des débats politiques qu'on peut avoir sur tel ou tel aspect, je pense que dans le texte qui est soumis au Parlement, qui s'intitule Renforcement des principes républicains, il y a à mon sens une mesure qui est rarement mise en avant et qui me semble la plus importante de l'ensemble du texte, c'est la mesure qui concerne l'héritage, parce que c'est la mesure qui touche à la fois le droit ici et le droit de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'il s'agira pour une personne, une femme du reste, qui sera lésée dans le partage d'héritage des biens qui seront dans le pays d'origine, de pouvoir récupérer sur son frère ou sur un de ses parents masculins la partie dont elle aura été lésée du fait de l'application de la loi dont elle aura été lésée dans le pays d'origine. Dont elle aura été lésée dans le pays d'origine. Et ce n'est rien. Enfin, ce n'est pas une mince affaire. Je crois que on ne mesure pas encore collectivement ce que ça veut dire, parce que en réalité, c'est d'une certaine manière une remise en cause de la Convention franco-algérienne de 1968 qui régit les rapports entre l'État français et l'État algérien, et ça a une incidence très forte par rapport à des familles, puisque leur groupement familial a fait venir en France pendant des années des personnes qui, par ailleurs, peuvent avoir de la famille dans les pays d'origine, avec des parents qui peuvent avoir des biens, des terres, et donc il y aura là une question de partage. C'est la mesure juridique et symbolique la plus forte, puisque pendant le printemps arabe qu'on a connu, je pense en particulier à la Tunisie, mais il y a un débat qui se joue aussi au Maroc, la question de l'égalité dans l'héritage est vraiment une question clé pour savoir si ces sociétés évoluent vers une mise à distance du droit religieux par rapport à un principe que pour nous semble évident, qui est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant, ce concept est peut-être exporté. Moi, je ne vois pas pourquoi un concept qui a pu être pensé et conçu et que l'esprit humain a pu concevoir en France, pourquoi
le reste de l'humanité ne pourrait pas le concevoir. Évidemment, s'il y a des conditions qui sont réunies, il faut qu'il y ait des conditions qui permettent donc de concevoir ce concept et de l'accepter. Ces réunions, ces conditions, je dirais, la maturité humaine d'abord. Il faut arriver à une certaine maturité pour accepter que la religion de l'autre soit au même niveau que la mienne. Parce que dans tout cela, il y a ceux qui pensent que leur religion est meilleure et qu'elle doit dominer. Donc, il faut d'abord arriver à cette maturité pour accepter que l'autre soit au même niveau que moi et sa religion également. Donc, il faut cette maturité. Il faut également avoir la volonté, justement, de faire de la religion une question privée. Et c'est là où la réforme de l'islam s'impose. Et la troisième chose, je dirais, il faut aussi avoir la capacité de comprendre toute la profondeur de la laïcité autant que concept, autant que système moral et social. Car la laïcité ne se résume pas à la séparation de la religion et de la politique. Beaucoup le voient comme ça, séparer la religion de la politique. Mais séparer la religion de la politique n'est qu'un moyen pour accéder, pour aller vers ce système moral, social, qui est celui de la laïcité, où tous les individus sont égaux, où il y a l'égalité, la liberté et la fraternité, ces principes qui fondent la laïcité. Maintenant, est-ce que la laïcité a déjà été acceptée ailleurs? Elle s'est déjà exportée? Je dirais oui. Pas exactement comme on la comprend en France ou comme elle est pratiquée en France ou comme on la comprend en France. Mais il faut aussi dire que il y avait, je dirais, je parlerai peut-être au passé, mais il fallait du temps peut-être pour qu'elle puisse s'installer d'une manière, je dirais, comme il faut, dans la profondeur du concept. Ça n'a pas été le cas. La Turquie a déclaré dans sa constitution en 1937 qu'elle était laïque, mais le religieux, il prend quand même aujourd'hui de plus en plus de la place dans la politique turque. Et les sociétés musulmanes, les autres, je dirais dans la pensée arabe, autrement dit, ce qui a été écrit en langue arabe, la séparation du politique et du religieux a commencé à être utilisée dans la pensée arabe qui est écrite en arabe, donc d'expression arabe, vers la fin du 19e siècle. Elle a été revendiquée, défendue par notamment des penseurs, des intellectuels, des philosophes libanais qui voyaient dans cette laïcité un moyen pour accéder à la citoyenneté à parts égales que dans un pays où ils vivaient avec des musulmans, mais aussi pour protéger le Liban des guerres des religions. Donc, ils voyaient dans cette laïcité un moyen très intéressant. Le problème, ça n'a pas réellement abouti, étant donné que le religieux a pu s'imposer, le religieux qui a considéré que cette laïcité était étrangère à l'islam et qu'elle était, parce qu'elle est souvent présentée dans le monde musulman comme étant la séparation de l'Église et de l'État. Évidemment, pour les religieux, si c'est la séparation de l'Église et de l'État, donc elle n'a rien à voir avec l'islam. Donc ils ont beaucoup, c'est un des éléments, hein, ce sont pas tous les éléments qui ont conduit à… Comment c'est traduit, laïcité en arabe? Alors, au départ, le terme laïcité n'avait pas d'équivalent en langue arabe et on disait tout simplement séparation de la religion et de la politique. Donc, c'était l'expression qui a été utilisée. Ensuite, les linguistes voulaient vraiment créer, je dirais, un terme pour désigner la laïcité dans la langue arabe. Et là, c'est là où le problème s'est posé. C'est quand on a essayé de créer un terme et on a créé un terme qui est almaniya. Almaniya, qui vient du terme alam, qui veut dire monde. Donc, voilà, la laïcité veut dire un système qui s'occupe plutôt de ce que nous vivons dans ce monde. Or, en langue arabe, il n'y a pas de voyelle.
Donc, ce terme-là, comme il est nouveau, en arabe, en fait, les mots, je peux dire qu'on les apprend par cœur parce qu'il n'y a pas de voyelle. Et quand un mot n'a pas de voyelle, il est nouveau, vous ne savez pas bien comment le lire. Donc, beaucoup de gens le lisaient ilmaniya avec un i, qui veut dire, ça vient de ilm qui veut dire science. Donc, la population arabophone qui lit en arabe ne sait plus quel est le sens du terme. Est-ce que on est dans le ilmaniya ou ilmaniya? Donc, ils ont perdu le sens de ce terme. Et quand on n'arrive pas à bien concevoir un terme, évidemment, on a tendance à le rejeter. Et évidemment, il y a d'autres éléments. Hein. Il y a un travail presque de communication. Ou alors de francophonie. Je rajoute juste, en Maghreb, on a plutôt, on l'a traduit la itia. Parce qu'on est francophone, on a décidé, comme on a traduit Marxia, démocratia, on l'a traduit tout simplement la itia. Mais comme a dit Didier, avec le recul de la francophonie au Maghreb, avec donc l'arabisation qui a fait que les Maghrébins se sont plus retournés vers le Moyen-Orient, c'est le terme ilmaniya qui s'impose, alors que le terme ilmaniya devient très confus. Donc, je dirais, ça fait partie des éléments qui ont fait que le concept laïcité a été rejeté par la population, avec ce qu'a dit Didier tout à l'heure par rapport à l'Algérie, évidemment. Je pense que si la France a fait un effort pour accepter que la loi de 1905 soit appliquée en Algérie, peut-être qu'en 62, on aurait un autre comportement, mais ce n'est pas le cas et la religion revient de plus en plus, pas seulement en Algérie, dans tout le monde musulman, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et ailleurs, c'est le retour du conservatisme musulman. Vous voulez ajouter quelque chose, mais il y a peut-être la question on en parlait de la question féminine / féministe et qui Bien sûr, mais il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas que dans le monde musulman où il y a un recul de la laïcité. Hein, déjà, on parlait d'Israël, le recul du sionisme socialiste et s'accompagne justement d'un recul de la laïcité. On peut parler de la poussée évangélique au Brésil. On peut parler des débats qu'il peut y avoir actuellement sur l'avortement en Pologne. Donc, on sent bien qu'il y a… Il y a même un bouddhisme intégriste. Bien sûr, un bouddhisme intégriste. Donc, ce n'est pas le seul aire géographique où il y a un recul de la laïcité. La difficulté pour nous, avec le monde arabo-musulman, c'est qu'il nous est historiquement extrêmement proche. Hein, et on a une intimité avec lui historique très forte. Et que dans ce monde arabo-musulman, on a eu une défaite extrêmement profonde des courants laïques, en même temps qu'on a eu une défaite des espérances laïques. Mais on oublie que des pays comme le Yémen, qui aujourd'hui sont traversés par des guerres civiles à caractère religieuse, eh bien, c'était des pays où existaient des courants laïques, une classe moyenne qui discutait. On peut parler du Soudan, bien évidemment, de l'Égypte de Nasser, de l'Égypte, etc. Et que après l'échec des nationalismes arabes qui se sont superposés avec des dictatures, en fait, après l'échec du marxisme, il y a eu dans une partie de la population un retour vers le religieux comme étant un retour vers une demande de dignité. Voilà. Et dans ce retour au religieux, ceux qui l'ont emporté sont les discours les plus durs, hein, mais c'est un mouvement qu'on peut connaître nous-mêmes en France dans les quartiers. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte que une partie de ceux qui sont arrivés ici et qui sont arrivés avec l'identité de travailleurs immigrés, en perdant leur travail, en étant au chômage et en les appelant uniquement migrants, et on a fini par leur dénier une utilité sociale. Et l'endroit où ils peuvent espérer ou espèrent retrouver une certaine forme de dignité, c'est souvent autour du religieux et de la mosquée. Et il y a un phénomène qu'on connaît bien dans les religions, c'est que celui qui apparaît comme présentant la norme la plus dure
hein, et celui qui apparaît comme le plus religieux, et donc du coup finit par l'emporter. Et c'est ça la contradiction dans laquelle on est. Je rajoute le fait que l'échec des indépendances est un échec pas simplement économique, mais c'est un échec culturel majeur. C'est une régression dans certains pays dont on n'a pas idée. Mohamed Harbi, qui est un des anciens dirigeants de la fédération du FLN, la fédération de cours du FLN, parle très souvent de la régression culturelle de l'Algérie. Mais il faut bien comprendre, c'est des pays où on ne traduit pas, où le débat intellectuel est complètement brisé et très souvent inexistant, parce que il y a cette fermeture qui fait qu'on n'a pas de rapport avec l'autre. Et ça ne pourrait évoluer que s'il y avait de nouveau un rapport à la différence, à l'altérité. Or, la caractéristique de l'ensemble de ces pays, c'est vraiment l'effondrement de la différence, l'effondrement de l'altérité, et qui est physique, qui est intellectuel, et qui nous pose des problèmes de plus en plus forts, parce que se rajoute pour nous Français, pour l'Europe en général, hein, pour nous, la venue de personnes qui viennent de pays déstructurés depuis des décennies, donc il n'y a plus de système scolaire. Bien évidemment, s'il n'y a plus de système scolaire, il n'y a plus non plus de traduction, d'échange, etc. Le drame des jeunes Afghans qu'on a en France ou en Europe et qui tournent, eh bien, c'est le fait qu'ils viennent de sociétés profondément déstructurées, et que c'est très difficile pour eux de trouver spontanément des ressources intellectuelles qui vont leur redonner de la dignité et de l'utilité sociale, et que le réflexe, je dirais, historique familial, c'est de se tourner vers une conception extrêmement rigoriste de la religion. Et c'est ça qui nous met dans une situation difficile, parce que spontanément, on parle toujours des mêmes personnes dès qu'il s'agit de rénover l'islam, mais on n'en a pas beaucoup. Concernant les sociétés musulmanes, évidemment, il y a eu un projet de modernisation. Le monde musulman, le mouvement réformiste de l'islam, du début du 20, la fin du 19e, début du 20e siècle, était généralement, on dit réformistes, mais ce n'était pas vraiment des réformistes. Le peu qui ont essayé réellement de réformer n'ont pas réussi. Ils étaient très peu et ils n'ont pas réussi. Et voilà, donc c'est le retour du religieux qui a un peu déstabilisé toutes ces sociétés qui ont essayé de se moderniser, de se construire autant qu'État moderne. Donc, ils n'ont pas réussi à se construire. Et même la langue française, au Maghreb, est considérée comme faisant partie de l'autre monde qui ne fait pas partie de l'islam. Elle aussi, elle est mise à mal par le conservatisme. Et tous ces éléments, évidemment, ne sont pas favorables pour la modernisation de la société. Mais j'aimerais quand même. Oui, parce que là, on est pessimiste, hein, si je peux me permettre. Oui, pour l'instant, quand vous écoutons tous les deux, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je veux dire, Et bon, pratiquement au terme de notre débat, de l'heure de débat tout à fait passionnante, et dans le conducteur qui est le nôtre, nous souhaitions vous poser la question suivante: est-ce qu'il existe une méthode pour faire de la laïcité un outil d'émancipation, et si oui, laquelle? Parce que on a plutôt l'impression, après cette heure de débat, que la laïcité, c'est d'abord un effort sur soi-même. Si je reprends l'analyse que elle fait, et de manière très synthétique, vous me pardonnerez de cela, Didier, en soulignant à la fois les difficultés qui existaient dans le monde arabo-musulman, la défaite des courants laïcs, et ici, la difficulté dans laquelle nous sommes avec une population que les politiques publiques, d'une certaine manière, ont largement marginalisée,
on questionne l'utilité sociale et du coup renvoie vers le religieux. Alors du coup, cette volonté de faire de la laïcité un outil d'émancipation et un outil dont peuvent se servir notamment les femmes dans le monde arabo-musulman apparaît comme Alors, peut-être peut-être un peu pour nuancer, d'abord, il y a naturellement des islams, il y a sans doute une différence à faire entre le monde chiite et le monde sunnite. Parce que dans le monde chiite, il y a une tradition même exégétique de discussion des textes qui permet des choses en réalité avec des nuances qu'il faut souligner. Et le travail, par exemple, autour du Coran des historiens qui a été fait est un peu le reflet de ça. Et l'Iran n'est pas exactement dans la même situation parce que aussi l'Iran s'appuie sur une tradition culturelle qui est beaucoup plus forte, d'une certaine manière, qui a une certaine assurance, et donc du coup permet d'autres types de discussions et de débats. On le voit, la société iranienne est en réalité une société qui débat entre elles, et si elle a un cinéma, c'est parce que justement il y a aussi un débat. Sinon, et la deuxième chose, c'est que il faut espérer, et ça se fait, que des jeunes, des moins jeunes, enfin en tout cas des personnes qui sont françaises, qui sont nées en Europe et qui ont une aspiration légitime à croire, retravaillent les textes et arrivent à produire au fond ce qui nous manque fondamentalement, c'est-à-dire une théologie de l'altérité. Parce que c'est ça qui manque, c'est une théologie de l'altérité. Et donc, cette théologie de l'altérité, elle ne peut naître que dans l'échange et dans un environnement, d'une certaine manière, il y a une liberté de pensée qui existe. C'est quand même la caractéristique de nos sociétés et aussi pour ceux qui sont des croyants musulmans. Je rappelle du reste que c'était historiquement le projet de la Grande Mosquée de Paris. Quand on a construit la Grande Mosquée de Paris en dérogation du fait de la loi de 1905, le rapport d'Edouard Herriot, c'était de dire on va construire un institut qui donnera aux musulmans français, puisqu'à l'époque, la France est un grand pays musulman, les moyens d'une indépendance intellectuelle et théologique. Voilà. Et c'est toujours ça qui est en jeu. Il ne faut pas désespérer du fait que ça se fasse, parce que on sent bien que c'est une nécessité pour tout le monde, même dans un pays dont on peut dire qu'il est particulièrement résilient, puisque au nom malheureusement de l'islam, des crimes terribles sont commis, et que la société elle-même continue de réagir de manière assez bénévolente. Radhika, vous avez, on parlait évidemment de l'Algérie et vous avez vécu des années 90 de sinistre mémoire. On voit, on parlait de cinéma à l'instant, on voit notamment dans le film Papicha qui est sorti récemment, comment des jeunes filles dans les années 90 cherchant à, j'allais dire, vivre une vie normale de jeunes filles de leur temps, voulant faire un défilé de mode, se font littéralement détruire dans leur projet culturel et humainement parlant par les femmes voilées, les émanations du Fils à l'époque. Et c'est par la violence que la reprise en main religieuse se fait. Vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y avait peut-être un espoir de renaissance à travers cette jeunesse. Est-ce qu'on peut espérer en cela, ou est-ce qu'on est encore dans cette espèce de dialectique du diable entre un État dictatorial qui impose sa loi et de l'autre côté une pulsion religieuse intégriste? Et est-ce que cette entre guillemets troisième voie est possible, l'émanation d'une jeunesse progressiste? Il y a des personnes qui veulent le changement, mais c'est au niveau des États qu'il y a de plus en plus ce retour au conservatisme. Par exemple, en Algérie, c'est en 2016 qu'on a introduit dans la Constitution que la liberté d'expression est limitée
par la religion, la culture, les valeurs. Donc c'est quand même assez, je ne pense pas ce qui peut rester pour cette liberté avec autant de contraintes. Mais l'espoir est là et je dirais que la laïcité, comme Monsieur Didier, Monsieur Pierre-Henri a posé la question, est-ce que la laïcité est un moyen d'émancipation? Je dirais elle-même est une émancipation et un moyen d'émancipation en même temps, parce que pour arriver à accepter que la religion, notre religion, et chacun de son côté, sa religion, devienne ou fasse partie de l'espace privé, c'est qu'il est déjà émancipé. Évidemment, la laïcité va encore nous permettre de nous émanciper pour aller vers une société où il y a l'égalité entre tous les êtres humains et que dans l'espace extérieur, nous soyons tous unis par la loi et par les valeurs qui sont des valeurs universelles et non pas par les particularités de chacun selon sa religion. Donc, c'est un moyen d'émancipation, évidemment, mais qui a besoin d'être compris et d'être, disons le terme, je vais l'utiliser quand même, exporté. Je dirais que c'est le devoir de la France de permettre à ce concept d'aller vers les autres et d'être compris par d'autres populations. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans un monde où la culture anglo-saxonne domine, parce que c'est l'anglais qui domine. Donc, si je parle du monde, on parle plus l'anglais, l'arabe aussi, c'est une langue qui est importante. Dans les deux langues, le terme laïcité n'est pas un terme qui est… anglo-saxons sont très fans du concept. Non, pas vraiment, non. Et dans la langue arabe aussi. Donc, il reste la langue française. La francophonie s'exporte. Hein, elle s'exporte, mais… Démographique, clairement, le français est une langue plutôt vivace. Si je parle du monde musulman, quand même, elle recule et les idées sont véhiculées par la langue. Parce qu'un débat doit se terminer. Évidemment, le débat autour de la laïcité, lui, va se poursuivre. Et d'ailleurs, nous ferons le nécessaire pour le poursuivre, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a un débat au Québec, par exemple, autour de la loi 21. Et donc, le prochain débat que nous organiserons avec Ouzbek Erika sera en liaison avec nos amis québécois pour qu'ils nous expliquent le contexte dans lequel ils évoluent. Je voudrais remercier une nouvelle fois les libraires associés qui nous accueillent dans cet écrin formidable au sein de la Goutte d'Or. Remercier évidemment Razika Adnani, dont on peut trouver les différents ouvrages, ainsi que Didier Lesky, qui au passage, Didier, vous pouvez voilà, la laïcité au quotidien, voilà, c'est vraiment très coordonné, avec Régis Debray. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Razika. Merci Didier. Merci Thierry. Merci à toi Pierre. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup.